Nous sommes à New York, au 40 Wall Street, dans le Trump Building, avec Yannick Jetta. Yannick Jetta qui est un Français qui trade ici depuis New York, qui est responsable de Mige Asset Management. C'est ça. Yannick, je vais déjà te laisser te présenter et nous présenter tes différentes activités. Ok, écoute, merci Fabien déjà d'être venu à New York, ça nous fait plaisir de t'avoir. Alors concrètement, nous on a plusieurs activités. Alors, on a une activité, c'est un fonds de gestion privé. Donc on gère l'argent de personnes fortunées, donc c'est Mige Wealth Management, on a deux entités, et on a aussi Mige Asset Management, je vous en parlerai ensuite. Donc en gros, Mige Wealth Management, c'est vraiment un fonds de gestion privé où les personnes fortunées investissent de l'argent auprès de nous, où on leur fait un rendement uniquement sur le marché des devises. Donc on a plusieurs paramètres, plusieurs stratégies, mais essentiellement c'est sur le marché des devises. Ensuite, on a Mige Asset Management. Donc là, de notre salle de trading, donc, on est en train de changer notre salle. Donc là, on est au Trump Building, donc au 40 Wall Street. Et c'est ici qu'en fait est né les activités par ordinateur, par plateforme électronique, où les traders passent des ordres. Donc c'est une très vieille salle de trading. Donc voilà. Ok. En France et sur les médias, on a déjà pu te voir. Là récemment, je t'avais vu notamment dans une interview avec FX Street. Tu as dit que le Forex, c'est vraiment ton cœur d'activité. Pourquoi ce choix du Forex, sachant que voilà, les marchés actions, les matières premières, qu'est-ce qui te fait te concentrer sur ce marché des devises? Alors je donne souvent cet exemple-là, c'est que le marché des devises, donc c'est un marché quand même qui a énormément de volatilité, de liquidité, donc on peut se permettre d'opérer sans trop de problèmes. Contrairement aux actions, lorsque tu achètes une action et que celle-ci perd 20% dans l'année, bon courage pour les retrouver. Alors que le marché des devises, en faisant plusieurs tentatives sur telle ou telle devise, tu finiras par trouver toujours un rendement positif. Très bien. Quelles sont les paires que tu cibles? Est-ce que tu restes sur les majeurs? Est-ce que tu peux aller sur des exotiques sans problème? Ouais, sur les exotiques, il n'y a pas énormément de soucis. Alors nous, on trade uniquement sur du fondamental, c'est-à-dire qu'on va regarder l'aspect économique du pays, la banque centrale, la politique monétaire, et ensuite on va se diriger vers une devise ou une autre. Très bien. Tu t'orientes vers du trading à moyen long terme. En général, ça va être plutôt des positions de quelques jours, quelques mois. D'accord. Alors, tout d'abord, on a toujours une estimation sur le long terme. Donc, on va avoir notre vision à long terme. Donc, long terme, pour moi, c'est 2 ans, 1 à 2 ans. Et ensuite, on va opérer journalièrement. Ok. Et c'est-à-dire opérer journalièrement, c'est-à-dire que tu vas adapter les positions, tu vas éventuellement sortir une partie des positions, surveiller. Comment ça se passe en fait au quotidien? Alors au quotidien, comme je te l'ai dit, alors on a notre vision long terme, et ensuite par rapport aux aléas économiques du calendrier économique par exemple, on va opérer sur telle ou telle devise. Ou bien si on a une annonce tel un stimulus par exemple sur la devise japonaise, on va se permettre d'opérer là-dessus. Mais dans une optique moyen-long terme, ça ne va pas être des trades ouverts et fermés dans la même journée, ou même ça peut arriver? Ça peut arriver énormément. Ça fait partie quand même de notre stratégie, où on ouvre une position et on la ferme dans la journée, sans trop de problèmes. Mais on essaie toujours de rester dans la tendance de notre analyse moyen-long terme. Ok. Du coup, sur du moyen-long terme, tu as parlé des fondamentaux. Effectivement, ça peut être important. À court terme, est-ce que tu étudies également les fondamentaux? Oui, à travers les news, etc. Est-ce que tu utilises également une approche plus technique? Alors, chez Mige Wealth Management, on a une équipe, donc une équipe d'analystes, de traders. On est 5 au total. Donc, on a 2 analystes qui vont faire que du technique. Mais moi, par contre, je suis fondamental, et puis je regarde ce que les banques centrales, surtout en ce moment où il y a véritablement un changement. Auparavant, les traders étaient plus techniques, c'est-à-dire ils regardaient les graphiques, etc. Aujourd'hui, la partie technique, tout le monde commence à l'obtenir, c'est-à-dire tout le monde arrive à devenir des traders techniques. Et aujourd'hui, quand on arrive à lire la presse, c'est là où on arrive à se démarquer. En ce moment, on a un contexte fondamental assez chargé. Sur le Forex notamment, on a vu la livre sterling qui a beaucoup bougé par rapport à un éventuel Brexit, en tout cas un vote qui s'approche le 23 juin. Récemment, il y a eu la BOJ qui a innové en fixant des taux d'intérêt négatifs.
Comment tu ressens en fait ces derniers mois et l'avenir proche dans ce contexte particulier? C'est toujours, alors, si tu veux, en gros, c'est toujours une guerre des banques centrales, c'est-à-dire, bon, voilà, comme tu l'as cité, il y a la Bank of Japan qui va émettre des taux négatifs. Ça va permettre d'avoir plus de volatilité sur les paires en yens. Donc, pour répondre à ta question, comment on le ressent? On le ressent très bien, parce que ça nous permet d'avoir de la volatilité. Donc, sur des périodes très courtes, on pourra opérer sans trop de problèmes. Par contre, on va éviter d'opérer sur des paires comme la livre sterling jusqu'à juin, par exemple, en attendant le référendum du Brexit ou non par les citoyens anglais. D'accord, donc pour toi, là pour l'instant c'est pas assez clair et tu vas pas prendre le risque de rentrer par exemple sur la livre sterling? Non, pas du tout. Trop volatile, trop dangereux. Et pourtant, la livre sterling, je l'ai souvent répété également, c'est une paire cyclique et sur le long terme, c'est une paire qui côtoie toujours une force relative face au dollar. C'est-à-dire qu'on va retrouver certainement les 1,60 d'ici l'année prochaine. Ok, après ça dépendra sans doute beaucoup de l'issue du scrutin. Par rapport à la Banque centrale japonaise, on en a parlé rapidement, ça aussi c'est assez incertain. Tu dis c'est une bonne chose que ça amène de la volatilité. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à interpréter justement et à utiliser cette volatilité dans ton sens? C'est quand même des mouvements assez erratiques et à titre personnel je trouve qu'on manque de repères. Est-ce que toi avec ta grille de lecture tu repères des potentiels scénarios intéressants? Écoute, sur la Bank of Japan, par rapport à leur stimulus, certes, on peut avoir un retour sur les analyses émises. Par contre, c'est pareil, on va pas trop s'investir sur cette paire de devises. En ce moment, on est beaucoup plus sur du dollar canadien, par exemple, suite à la tension au niveau des productions de pétrole. Et puis en fait on a mis en place un nouveau produit, en fait, c'est de spéculer sur la devise tout en investissant sur l'immobilier à taux bas. C'est-à-dire qu'on va emprunter, donc on va faire tourner la planche à billets auprès de nos banques, on va investir sur de l'immobilier Canada parce que la devise est faible et du coup on va attendre un rendement sur devise. Ok, donc c'est une logique plus large que ce qu'on a l'habitude d'observer. Donc toi dans ta gestion et dans tes différentes activités, il y a cet aspect de différentes classes d'actifs bien différenciées. C'est vrai que c'est rare. Maintenant la plupart des courtiers proposent d'investir sur différents marchés tels que le forex ou les indices ou les matières premières. Toi tu penses que c'est important de se diversifier, même d'aller au-delà, par exemple l'immobilier tu as parlé, ou d'autres activités, je sais pas, par exemple la location de bureaux, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont possibles. Est-ce que c'est important pour toi de compléter son activité de trading par des activités annexes en matière d'investissement? Complètement. Surtout lorsque tu fais de la gestion de fonds, tu ne peux pas proposer uniquement une stratégie, par exemple. Il faut toujours avoir un portefeuille qui se diversifie parce que ton client, il faut s'adapter au client. Certains clients sont plus conservateurs, de bons pères de famille, etc. Et d'autres sont des risqueurs. Donc là, on va leur proposer une stratégie dynamique et pour les bons pères de famille, on va essayer de chercher du rendement et le rendement sur l'immobilier combiné à la devise, c'est magnifique parce que ça permet d'avoir un rendement immobilier, donc sécuritaire, patrimonial, et de l'autre côté, on peut faire un gain sur la devise. Très bien. Au niveau de tes activités, il y a également les signaux que tu fournis. Quand on arrive sur le site de Mige Asset Management, on peut voir tes performances. Les gens peuvent souscrire à ce service, à payer un abonnement, je crois. Exactement. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'articule? À quoi ont accès les personnes qui souscrivent à cette offre? D'accord. Alors, Mige Asset Management, donc, c'est une société bien entendu française. On est régulé par la FCA sous un parapluie, donc un umbrella d'une société qui a la régulation anglaise. Du coup, comment ça fonctionne? C'est nous on traite, alors comme tu peux le voir, donc ça c'était notre salle de trading parce que là, comme je te l'avais dit, on déménage. Donc dans notre salle de trading, ici on avait de grands traders comme David Green qui était sur le floor à Wall Street même, dans le NYSE. Et on a pas mal de l'autre côté, tu verras, ça va être tous les traders qui étaient présents parce qu'en fait on déménage tous et on prenait en fait leurs études de marché pour savoir comment opérer sur tel ou tel actif. Donc moi je me suis dit je vais concocter tout ça et mettre en place une plateforme
où on donnera des signaux d'alerte. Parmi ces signaux d'alerte, ça va être uniquement, bien entendu, sur de la devise et un peu de l'indice, parce que bon, c'est un petit peu à la mode de voir des CFD aujourd'hui. Donc cette plateforme, c'est très simple. Tu t'abonnes pour 1 an ou mensuellement, ça ne va pas te coûter énormément, c'est entre 50 et 100 euros. Et on a également un portefeuille adapté qui revient à peu près à 200 euros. Donc ça, c'est vraiment du self-made, c'est-à-dire tu vas arriver, tu as un portefeuille, tu veux le combiner entre tel ou tel actif, donc de la devise, un peu d'immobilier, etc. Nous, on va tout concocter pour que tu sois le mieux orienté. Donc techniquement, on va te donner, sous notre plateforme, tu auras des informations générales, donc tout ce qui est actualité économique, comment on perçoit les marchés, etc., etc., des graphiques, des charts, tout ça c'est réalisé par nos traders en plus qui font partie de la gestion de fonds. Donc c'est vraiment des personnes, par exemple, je vais prendre l'exemple de Troy Davis. Troy Davis a travaillé pour Commerce Bank, Merrill Lynch, Barclays, donc c'est un analyste qui a vraiment un point de vue éclairé, expérimenté, exactement, et surtout aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à la France, les États-Unis, c'est dans les mœurs d'investir de l'argent sur des produits risqués. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et donc, moi, j'ai tout concocté et j'ai mis ça dans une plateforme que j'appelle le Cercle aujourd'hui, donc le Cercle Mige, qui fait partie de l'enseigne Mige Asset Management. Et là-dessus, on t'envoie des signaux d'alerte, donc par email, application mobile et SMS. Donc par exemple, quand on va rentrer sur l'euro-dollar, on va te mettre un target, un stop, ou sinon on va te dire que c'est du scalping et que la position peut durer dans la journée, mais on va la couper à la fin. Et comme tu as pu le voir, on a ouvert ce service en avril 2014 et on est à plus de 430% de performance, ce qui est énorme. Alors comme je le dis encore une fois, c'est un portefeuille dynamique. Moi j'estime que si on investit sur le Forex, c'est pas pour gagner 5 à 10% voire 15%. Si vous voulez gagner 5 à 10%, vaut mieux aller sur des produits immobiliers. Comme ça assure un patrimoine, ça assure une stabilité. Et puis on réalise des profits sans trop de risques. Par contre, si vous voulez investir sur du Forex, moi je pense que investir dans du Forex pour gagner 5 à 10%, c'est une perte de temps. Après, nous on fait toujours le rapport combien on devrait gagner de manière journalière pour estimer que le rendement du Forex est important. Ok. Des grosses performances, sans doute avec du risque aussi. Quel est le niveau de risque, quel est le drawdown maximum atteint durant cette période le drawdown qu'on se donne au départ, c'est 15% en stratégie dynamique, donc dans le portefeuille de Mige. Alors comment fonctionne le premier trimestre? On y va de manière... c'est même pas un trimestre, c'est un quadrimestre, donc on sépare, c'est un quater. On sépare en 4 l'année, on sépare en 3 l'année. Donc le premier quater, on va y aller de manière vraiment, on va pas mettre énormément de levier, on va essayer de remporter 2, 3, 4%. Et ensuite le deuxième et troisième quater, là on va investir énormément les profits réalisés. Par contre là on mettra un stop au capital de départ, c'est-à-dire nous on a alloué un portefeuille de 10 000 euros en réel, donc où aujourd'hui le but c'est de faire un maximum de performance en ayant un risque de 15%. Ok. Pour revenir à l'aspect trading, on a compris que l'analyse fondamentale était le pilier des stratégies. Il y avait un suivi plus précis après au jour le jour. Plus concrètement, comment sont gérées les positions? Tu as évoqué les stop loss, les objectifs. En général, ça va être quoi le type de position que vous allez prendre? Est-ce que ça va être plutôt des positions avec des stop loss serrés, des très gros objectifs? Est-ce que ça dépend complètement du contexte et vous vous adaptez à chaque fois? Est-ce qu'au contraire, vous allez chercher des petits profits et des pertes plus larges? Alors 90% de nos positions, 99% de nos positions sont données avec un stop et un target. Par contre, on ne les respecte jamais. C'est-à-dire qu'on va toujours sortir avant le stop ou avant le target. Et pourquoi Donc, tout simplement parce que le but, c'est, lorsqu'on est dans une stratégie dynamique, le but, c'est de accumuler le maximum de profits. Bien entendu, c'est le but de l'investissement. Et en fait, en coupant très rapidement les positions, ça nous permet de revoir des plans sur d'autres paires de devises. Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment une stratégie qui fonctionne très bien pour nous. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va te donner un target sur... on va faire un achat euro-dollar actuellement, je sais pas, à 1,09. On va mettre un target 100 points. On va mettre un stop loss 50 points, d'accord? Donc, bien entendu, le target est toujours plus important. Mais par contre, si on voit qu'il y a par rapport au calendrier économique, s'il peut y avoir une tension dans la journée et qu'on est positif, on va se dire, on ne va pas risquer cette position pour attraper notre stop, donc on va retirer la position. Et c'est pareil quand on est mal orienté. C'est-à-dire que par exemple, toujours le même exemple sur l'euro-dollar, on va acheter 1,09, on va viser 1,0950. Et ben si on a durant la journée, dans l'actualité, on a un événement important, on va se permettre de couper plus tôt. Ok. À la base, tu viens de France, Yannick. Tu es venu t'installer ici, à Wall Street. Tu dis que c'est une salle qui a un passé conséquent. Est-ce que tu peux nous en parler de ton intégration ici? Pourquoi tu es venu ici? Et justement, quel est l'intérêt de travailler dans une salle comme celle-ci? D'accord. Alors, je l'ai toujours dit et je le dis toujours, New York, pour moi, c'est le monde de la finance. Même si aujourd'hui, on a Londres qui arrive de manière assez puissante, ou la France qui commence à vraiment s'intégrer en termes de finance, New York, aujourd'hui, c'est là où on a vu les meilleurs traders et on les voit toujours. C'est-à-dire réaliser des rendements à plus de... Ça va vous étonner, mais des rendements de plus de 500 000%, on les voit aujourd'hui toujours sur différents actifs, donc sur les futurs, sur les actions également, sur d'autres actifs un peu plus compliqués, voire un peu plus risqués, comme les penny stocks. Enfin, ça doit te parler maintenant, et même sur le Forex. Donc, moi, j'ai voulu m'intégrer à New York, tout simplement parce que c'était... Moi, personnellement, j'ai commencé à faire du droit. Et durant ma 3e année de droit, je me suis lancé dans le Forex. Donc, j'ai investi de l'argent. J'en ai perdu. Donc, pour moi, c'était le début d'une grande aventure, d'avoir perdu cette somme que j'avais investie. Donc, j'ai appelé un membre de ma famille pour me prêter de l'argent. Et puis, c'était le début de la grande aventure. Et pour cela, je me suis dit, il faut que je sois vraiment dans un environnement qui reflète la finance. Et puis, j'ai décidé de partir à New York. Je suis arrivé à New York. De par certaines relations, je cherchais une salle de trading. Et une salle de trading qui avait quand même une histoire. Et ici, donc la boîte qui s'appelle Capital Equity Trading avait mis en place en fait une salle de trading avec de nombreux traders. À l'époque, il y avait des centaines et des centaines de traders. Aujourd'hui, ça c'est véritablement... la salle a diminué étant donné que les régulateurs sont beaucoup plus stricts aux États-Unis et deviennent de plus en plus stricts encore. Du coup, il faut avoir beaucoup de compétences, beaucoup de licences pour cette activité-là. Et donc, moi, je suis rentré, j'ai utilisé cette salle au départ, j'avais qu'un seul siège. Ensuite, on a mis en place, petit à petit, j'ai mis en place une équipe. J'ai monté mon fonds d'investissement privé, donc j'étais assez occupé dans cette partie-là. Et puis, moi, j'ai toujours pris le luxe, si tu veux, de me faire référer. Je ne suis jamais allé démarcher des clients au vu de nos performances. Du coup, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, pour parler de cette salle certes a une histoire. Donc, des membres du floor de la bourse de New York ont bossé ici. Je t'ai évoqué le nom de David Green. Il avait ouvert de ce côté-là de la salle une école de trading. Donc, qui était basée sur vraiment les stocks, donc les actions. Et il y avait un roulement de nombreux traders qui voulaient apprendre à utiliser sa technique. Et puis, de fil en aiguille, si tu veux, cette salle a permis aux aux personnes et aux futurs traders d'avoir une méthode vraiment propre à Wall Street. Et c'est ce qui était fabuleux. Et de l'autre côté, donc, on avait l'équipe d'Equity Capital Trading et la nôtre, donc Mutual Management. Et puis là, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme, mais à l'époque, ça fait même pas 3 ans. Lorsqu'on était présent, ça criait encore et c'était magnifique. Donc okay. C'est vraiment une salle qui, pour moi, là à partir d'août, elle va fermer parce qu'ils vont déménager et on va éventuellement nous aussi déménager dans la nouvelle tour qui remplace le World Trade Center. Donc malheureusement, cette salle va fermer en août. Par contre, c'est pour ouvrir quelque chose de plus grandiose avec beaucoup plus d'espace sur 2 étages.
Donc je t'inviterai volontiers à partir de d'ici 3 mois, ça sera fait. Non, d'ici le mois d'août, ça sera fait. Ok, et ton idée par rapport à cette salle, c'est toujours de trader l'argent du fonds, etc. C'est une salle qui est dédiée à ça ou il y aura aussi un aspect autre? Alors par exemple, en prenant l'exemple de cette salle-là, de l'autre côté de la salle, de ce côté-là, c'était que les traders, et de ce côté-là, il y avait une partie de location de sièges de traders. Donc on parlait de diversification. C'est une bonne diversification parce que finalement, en tant que particulier, tu peux venir dans une salle de trading où tu vois des professionnels d'un côté, de l'autre côté des personnes qui souhaitent se faire former sur le marché, sur les marchés financiers. Du coup, c'est tout bénéfique d'avoir un monde et d'être dans un environnement d'être dans un environnement de finance sans appartenir à une banque ou un fonds d'investissement ou un hedge fund, etc. Donc pour moi c'est magnifique. Donc me concernant, on n'y a pas encore pensé, mais nous pour l'instant on dédie cette salle au cercle et à l'aspect wealth management. Très bien. Par rapport à l'historique de la salle, je précise que là on voit des tableaux au mur de moments historiques. C'est des personnes qui étaient dans cette salle, justement, qui sont sur le floor, etc. Là, sur les Exactement. Donc, comme je t'avais dit, David Green, je reprends souvent son nom car il a vraiment réussi à devenir un professeur pour les traders qui souhaitaient s'investir. Et après, on a d'autres traders qu'on voit sur les tableaux, mais qui sont encore sur le floor. Donc aujourd'hui le floor existe toujours et ce qui a été important, c'est que moi aujourd'hui j'ai l'accès en fait à la bourse de New York grâce à ces personnes-là en faisant des rencontres, etc. Donc c'est génial. Et aujourd'hui on a même nos brokers qui sont installés à la bourse de New York, donc ce qui est fabuleux. Très bien. Justement à quelques pas il y a le New York Stock Exchange, donc la bourse de New York. Aujourd'hui, un peu comme partout dans le monde, il n'y a plus la bourse à la criée. Malgré tout, ça reste une place. Est-ce que c'est uniquement symbolique ou est-ce que ça a un réel intérêt d'avoir un accès? Quand on marche, on voit des traders avec leur veste, etc. Mais est-ce que c'est plus le symbole ou est-ce que c'est encore un vrai intérêt d'être trader directement sur place? Alors aujourd'hui, oui, il y a toujours un intérêt à être trader, en tout cas dans le NYSE, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais à Chicago, ils ont fermé leur salle sur les futurs. Donc, par contre, à New York, oui, il y a toujours un intérêt parce qu'on peut négocier directement sur le floor telle ou telle action sur des milliers de quantités. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, certes, les traders qui sont à la bourse de New York ont un réel intérêt à y rester. Et le siège est assez élevé. Ouais. Ok. En France, depuis, je dirais maintenant 5 à 10 ans, il y a eu l'explosion de plusieurs choses. D'abord le Forex à destination des particuliers, les CFD ensuite, qui permettent aux particuliers de trader de manière plus agressive que ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire le marché action sans levier ou avec un levier faible, comme par exemple sur le SRD, etc. Du coup, ça amène une population de traders plus informés et qui souhaitent travailler sur des marchés plus spéculatifs, peut-être un peu dans le type d'environnement que l'on peut voir ici. Comment tu l'interprètes, comment tu le vois, sachant qu'aux États-Unis, on a toujours été sur des marchés, comme tu l'as dit, où les gens aiment le risque, où il y a une finance qui est très active, etc. Quel est ton point de vue de manière générale sur l'évolution du marché français par rapport aux produits de trading? Écoute, tout d'abord, déjà, c'est une très bonne question. Et tout d'abord, moi, ce que j'ai ressenti quand je retourne en France, parce que bon, je fais pas mal de voyages, comme tu as pu le voir, entre Paris, New York et le reste de l'océan Indien. Et bien, moi, je me suis rendu compte qu'on est dans une situation assez paradoxale en France et peut-être dans le sud de l'Europe. C'est qu'on est actuellement, on tente de sortir de la période de crise, mais de l'autre côté, on a une vague d'investisseurs et de nouveaux intervenants sur les marchés qui souhaitent investir. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va de plus en plus vers un produit risqué alors qu'on est dans une situation de crise où on devrait logiquement épargner. On est d'accord? Donc, alors comment maintenant je vois cette évolution? Écoute, moi je trouve que c'est très bien de commencer à vouloir calquer en fait le monde de la finance aux États-Unis, en France, en Europe et dans d'autres pays. Donc maintenant, je pense que c'est toujours mieux. Alors moi j'ai toujours été, c'est pour ça qu'on a créé le cercle, c'est que
aujourd'hui, c'est les banques clairement qui récupéraient le maximum d'argent sur les marchés. On est d'accord. Par exemple, en tête, j'ai deux chiffres. En 2013, HSBC a réalisé à peu près 33% de son chiffre d'affaires sur le marché des devises et 42% pour Citibank. Donc, ce qui est un ratio énorme. Donc, plus on a des traders, je ne prends pas l'exemple de traders français vraiment spécifiquement, mais plus on a des traders qui sont mieux informés, plus, si tu veux, on va récupérer cette part de gains que réalisent les banques vers les particuliers. Et le but, c'est lorsqu'on investit, et comme je te l'avais dit auparavant, c'est lorsqu'on investit de l'argent sur les marchés financiers, ce n'est pas pour perdre, ce n'est pas par passion, c'est pour réaliser des profits. Pour réaliser des profits, on a plusieurs marchés, donc le marché des devises, les marchés moins risqués, etc. etc. Et encore une fois, on a l'effet de levier. L'effet de levier, il faut l'utiliser bien entendu à bon escient. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on a des plateformes financières qui arrivent en France, des plateformes d'information, d'aide, de signaux, etc., de coaching, Vidéo Bourse d'ailleurs, qui aide pas mal les particuliers, et ça, je trouve que c'est une bonne chose, justement pour permettre à ce trader-là de pouvoir avoir les meilleurs outils pour opérer sur les marchés de chez lui, tout en n'étant pas rattaché encore une fois à une banque, un hedge fund ou un fonds d'investissement. Donc pour moi, l'évolution va dans le bon sens. Maintenant, il faut rester rigoureux dans nos prises de position lorsqu'on est particulier. Très bien. Pour parler un peu de l'environnement de la place new-yorkaise, en Europe, les fonds sont pas mal réglementés, sont obligés d'être investis à tel pourcent en achat d'actions européennes, etc. Ce qui limite pas mal les rendements, ce qui fait que les meilleurs fonds à la fin de l'année vont faire 15 à 25% les bonnes années. Ici, tu m'en as parlé et de ce qu'on peut voir, il y a des fonds qui font des performances vraiment énormes. Tu as parlé tout à l'heure des performances à 500 voire 1000%. Je suppose que ce n'est pas tous les fonds qui le font, mais c'est des choses qui existent alors que ça n'existerait pas du tout en Europe. À quoi c'est lié d'après toi? Écoute, c'est lié au leverage. C'est-à-dire qu'ici, on a la capacité de mettre énormément de leviers avec énormément de fonds. Donc, lorsqu'un fonds d'investissement a quelques millions d'euros sous actifs, quelques millions de dollars, pardon, il peut se permettre de prendre plus de leviers. Et l'avantage, c'est que on a la culture financière ici, et du coup, au niveau de l'information, on est au top aux États-Unis. Au niveau de l'information, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire des flux d'informations ou de l'information de ce qui se passe, des deals à fermer, etc. Exactement, en fait, c'est par rapport aux deals qui se réalisent au jour le jour. Par exemple, on parlait du floor tout à l'heure, on a plus d'informations sur le floor, d'accord, parce que c'est vraiment là où les opérateurs, que ce soit les banquiers, les brokers ou les autres traders, opère au jour le jour. Donc si tu vas voir sur ton carnet d'ordre un achat de 1 million d'actions sur telle ou telle compagnie, c'est ça qui va te permettre de voir et d'avoir l'information à la seconde près pour pouvoir investir dessus. Très bien. Donc vraiment, ici on a une culture financière qui est absolument magnifique. Et puis, j'ai pas les ratios en tête, mais je pense que plus de 50% de la population a déjà touché aux investissements financiers, qu'ils aient perdu ou qu'ils aient gagné, bien entendu. Très bien. Par rapport au cercle, du coup, les informations, les signaux que tu donnes, est-ce que c'est basé sur toutes ces informations? Donc les personnes qui s'inscrivent au cercle bénéficient quelque part de cet aspect Ah oui, complètement. C'est-à-dire que dans ma partie fonds privés, donc nous on opère pour les Friends and Family, donc on a de la gestion, nos traders et nos analystes ont été formés à New York, dans des banques new-yorkaises, donc on a pas mal d'informations qui remontent et on en fait profiter même de temps en temps sur certaines actions, on les balance sur le cercle, justement pour que l'investisseur puisse en profiter. Après, bien entendu, c'est vraiment des informations par rapport à des rapports qu'on arrive à lire, qu'on arrive à étudier, qui ne sont pas forcément en français. Du coup, nous, on arrive à vraiment prendre l'information, la mettre sur le cercle et en faire profiter nos investisseurs, enfin nos traders. Tout à l'heure, tu as dit que tu divises l'année en 3, donc 3 fois 4 mois. C'est ça. Les 4 premiers mois, tu essayes de tirer un rendement raisonnable avec une prise de risque modérée. Et sur les 2 tiers restants, tu prends plus de risques sur les gains déjà réalisés. D'où est venue cette
idée d'approche et qu'est-ce que ça reflète derrière? Comment ça te permet de t'organiser? Voilà. D'accord. Donc à la base, lorsque j'ai créé le cercle, le but c'était pas de faire un rendement de 400% en une année. C'est une circonstance qui est arrivée par rapport à notre stratégie, donc de réinvestir que les gains réalisés. Au bout du troisième quarter, c'est là où on était déjà à 40%. Donc on a sélectionné une de nos paires de devises. Enfin, je t'explique un petit peu le déroulement. C'était sur de l'USD TRI, donc la lira turque, où on avait vu une opportunité parce que le pays était sous tension, le dollar commençait à vraiment se renforcer. Donc on a vu un mouvement un mouvement cyclique multiplié par 10 par rapport à l'euro-dollar. Du coup on s'est dit on va investir dessus. En investissant dessus, on a fait un gain pratiquement de 40% et puis là notre balance de profit a explosé à la hausse. Moi, antérieurement, mon objectif n'était pas de faire un rendement de 400%, mais d'avoir un rendement plus important, si tu veux, que l'immobilier et que tout autre investissement dans un produit risqué. Parce qu'il faut pas l'oublier, le marché des devises est un produit très risqué, surtout quand on a la capacité d'avoir un effet de levier. Et en fait, on le voit comme un risque, mais en fait, finalement, c'est pas du tout un risque d'avoir un effet de levier. Justement, c'est très bénéfique de pouvoir utiliser un levier important sur des prises de position. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de gonfler ton profit. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, stratégiquement, on va investir de manière sans levier au départ, dans un premier temps. Et le but, comme je te l'avais dit auparavant, c'est lorsqu'on va sur un produit comme le marché des devises ou les actions, le but c'est pas d'avoir un rendement proche de l'immobilier. On est d'accord. Le but c'est d'avoir un rendement qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire de rentabiliser son portefeuille, pas en 40 ans, pas en 20 ans, mais en maximum 5 ans. Nous on l'a fait on a fait x4 du coup en une année, ce qui est très bien, mais notre objectif à long terme, c'est de conserver, si tu veux, cette performance bien entendu. Nous, le but, c'est qu'on retire chaque année les gains et on repart à zéro. Donc, la stratégie reste la même et c'est ça qui nous permet de rester rigoureux et de ne pas être trop investi sur ces prises de position-là. Très bien. Des statistiques récentes publiées par l'AMF, ça doit faire quand même 1 an, ont montré qu'une majorité de particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que justement cette finance plus risquée s'est pas mal développée en Europe et en France ces dernières années, pour le moment ça n'est pas forcément au profit des particuliers. Comment tu l'expliques? Quelle est ta vision par rapport à ça? À mon avis, tout est... Et ça, durant mes dernières... j'ai eu pas mal d'entretiens et de conférences et je l'ai répété, c'est que le problème du particulier, c'est l'environnement. L'environnement de travail, il faut avoir un environnement stable. Il ne faut pas investir sur les marchés financiers. Déjà, dans un premier temps, je te le répète encore une fois, on n'investit pas sur les marchés tels que le Forex pour gagner un rendement proche de l'immobilier. Ensuite, suite au rapport de l'AMF, effectivement, on a pratiquement 95 voire 99% de traders perdants. Alors bien entendu, il faut être relatif par rapport à ce rapport-là. C'est des personnes qui ont investi moins de 5 000 €, je crois. Donc avec 5 000 €, c'est très difficile, surtout si on a la capacité de mettre de l'effet de levier. Il faut savoir adapter nos objectifs par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que lorsqu'on va investir 5 000 €, notre objectif, par exemple, sera de gagner 50 € par jour. Mais c'est totalement impossible, on est d'accord. Donc, au fur et à mesure, on va prendre une position, on va gagner, on va en gagner une deuxième, et la troisième, on va la perdre et on va exploser le portefeuille. Donc, la première chose, c'est d'avoir un environnement stable de travail, donc des écrans de trading, etc., être calme, avoir un portefeuille assez solide. Donc moi, le minimum que je recommande, c'est au moins, le minimum, c'est d'avoir 10 000 €. Alors, il ne faut pas le voir comme de l'épargne, mais c'est un investissement à risque et donc à perte. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est d'avoir un portefeuille au moins de 10 000 €. Et par rapport à ça, c'est adapter sa stratégie.
Donc la stratégie, le but c'est, moi personnellement, mon but c'est d'y aller petit à petit et monter en puissance à la fin. Et si jamais ça se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire si on est négatif, parce que ça c'est important de le dire aussi, eh ben, on va toujours continuer de la même manière. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a perdu par exemple 3% de notre portefeuille qu'on va mettre un levier x2, x3, x10 pour rattraper ces 2%. Non, on garde la même... et c'est la rigueur dans le trading, c'est très important. On parle souvent de psychologie de trading, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on rentre sur les marchés financiers, il faut être conscient que c'est pour gagner de l'argent, c'est pas par passion. Sinon, autant garder un compte démo et s'amuser là-dessus. Très bien. Pour conclure, sur le site de Mige Asset Management, tu publies les performances. À quoi on a accès? Est-ce que c'est des performances qui sont traquées? Oui, bien entendu. Alors, c'est des performances traquées dans un premier temps par notre broker. On a plusieurs brokers, donc je ne vais pas te citer les noms. Et deuxièmement, on a aussi un auditeur, c'est notre expert comptable qui audite les résultats de manière trimestrielle et donc par quarter. Et puis à la fin, on a notre performance sur le portefeuille de 10 000 euros. Et ça, vous pouvez y avoir accès en nous demandant. Donc vous aurez l'adresse email du support et puis on vous enverra toutes les informations nécessaires pour cela. Très bien. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Je crois que tu as un compte Twitter. C'est ça exactement, oui. Durant mes temps... pas mes temps perdus, mais j'adore partager. Le but, voilà, c'est que le client particulier commence à gagner de l'argent sur ces marchés-là. C'est facile une fois qu'on a la rigueur. Gagner de l'argent, une fois que vous êtes rigoureux, il n'y a pas de problème, vous allez en faire. Maintenant, il faut avoir les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Aujourd'hui, on a de quoi faire, même en France. Donc, il vaut mieux en profiter. Et puis, voilà, il faut toujours partir dans le sens de la tendance, c'est-à-dire on va pour gagner de l'argent, on ne va pas pour tester, il faut qu'on gagne uniquement. Très bien. Dernière chose, tu viens de parler des outils. On a parlé beaucoup de fondamental, on a compris que c'était un pilier. J'ai essayé de te lancer un peu sur l'aspect technique. Est-ce qu'il y a des outils techniques que tu utilises ou vraiment pas, tu te concentres sur l'aspect fondamental? Est-ce que malgré tout tu utilises des niveaux de support et de résistance, je suppose quand même? Ah oui, niveaux tout de à support et fait. de résistance importants, tout ça à tu fait. vas les regarder? Bien entendu, on a beaucoup de traders techniques. Ça fait partie du quotidien. Ce que je voulais dire auparavant, c'est que nous on reste fondamental parce que pour garder, si tu veux, le sens de la tendance. Donc techniquement, on est toujours présent. Donc oui, support, résistance, Fibonacci, c'est pas compliqué. On voit les retracements. Surtout que nous, on est très cyclique. C'est-à-dire que, par exemple, sur le S&P 500, on a vu pratiquement une performance énorme depuis les 10 dernières années. On n'est même pas, là on a eu des tensions de janvier à février, voire en fin d'année, même en août on a eu des tensions, on n'a toujours pas retracé 50% de la hausse depuis 10 ans. Donc cycliquement, même si on voit à court terme j'appellerais même pas ça une correction, mais une respiration, eh ben, on est encore loin de la correction de 50%. Te rappelles-tu de la correction du gold qu'on a vu? Pour moi ça c'était une correction depuis les $1900, lorsqu'on est arrivé à $1000, ça c'était une bonne correction. Très bien. Donc, tu as dit support, résistance, Fibonacci. Au niveau des outils, c'est tout? Ou il y a quand même d'autres choses que tu vas regarder? On en a d'autres. Après, c'est plus algorithmique également. Donc, on fait de l'algorithme. Mais c'est pareil, c'est toujours sur une stratégie rigoureuse. Mais je t'en parlerai pas parce que ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect, exactement. Ouais. Très bien. Merci Yannick pour toutes ces réponses. Bon, en tout cas, merci Fabien. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine ou dans 3 mois. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Je te remercie. Ciao.